Donc, bonjour et bienvenue à tous à ce deuxième PAX Talk consacré cette fois-ci à l'hygiène des mains pour célébrer cette journée mondiale de l'hygiène des mains qui a lieu tous les 5 mai depuis 2009. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'OMS a décrété le 5 mai comme étant la journée mondiale de l'hygiène des mains afin d'encourager et de mobiliser les professionnels à pratiquer l'hygiène des mains au cours des soins et bien évidemment de prévenir les infections associées aux soins et améliorer la sécurité des patients. À cette occasion, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous un expert en la matière, donc de la prévention des infections et de l'hygiène des mains, le professeur Didier Pittet. Bonjour, professeur Pittet. Bonjour. Encore un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps d'être ici avec nous afin qu'on puisse profiter de cette occasion pour discuter de cette thématique de l'hygiène des mains qui pose encore beaucoup de questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste vous présenter en quelques lignes. Donc, le professeur Didier Pittet est un médecin suisse, infectiologue et épidémiologiste qui est à la tête du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève et est également directeur du centre collaborateur de l'OMS pour la sécurité des patients. Il mène depuis de nombreuses années un combat à propos de la prévention des infections et de l'hygiène des mains, un combat qu'il a concrétisé dans une certaine partie avec la mise au point dans les années 90 du fameux liquide pour désinfecter les mains, le gel hydroalcoolique, que par ailleurs nous utilisons beaucoup ces derniers temps. Cette solution a permis de révolutionner la désinfection des mains en milieu médical, car notamment cette stratégie a servi de ligne directrice à l'OMS, qui a notamment publié en 2005 un document faisant de la friction hydroalcoolique la méthode universellement recommandée pour l'hygiène des mains en milieu médical. Cette formule est dépourvue de brevet et a été offerte à l'OMS afin que cette solution soit universelle et à la portée de tous. Et par ailleurs, le professeur Pittet mène de nombreux projets de recherche, notamment sur la prévention des infections et aussi sur les stratégies pour améliorer l'observance de l'hygiène des mains. Donc voilà, professeur Pittet, donc la première question que nous souhaiterions vous poser pour ce PAX Talk, c'est comment est-ce que vous qualifierez la situation actuelle concernant l'hygiène des mains dans le monde de la santé? Alors tout d'abord, merci pour ce résumé. Après ce résumé, j'ai presque plus rien à dire finalement. Et alors pour répondre à votre question, comment est-ce que je qualifie aujourd'hui dans le domaine de la santé l'hygiène des mains? Alors disons que l'aventure n'est pas terminée. Je commencerai par le dire en disant que bien entendu, nous avons réussi à donner un outil, je devrais dire des outils, puisqu'il s'agit d'une stratégie multimodale, c'est-à-dire en plusieurs éléments, pour changer le comportement des soignants dans leur pratique d'hygiène des mains, que cette stratégie implique évidemment l'utilisation de la solution hydroalcoolique, comme vous l'avez si bien dit, mais évidemment que le changement de comportement, c'est un élément qui prend beaucoup de temps. Alors, quand je le regarde dans mon institution, nous avons démarré en 1994-1994, pour ceux qui comprennent mieux ce type-là de façon d'exprimer les chiffres. Et puis en 1998, nous pouvions déjà dire que de transformer les pratiques d'hygiène des mains dans nos institutions était associé à une amélioration évidemment de la pratique, mais aussi à une réduction du taux des infections de l'ordre de 50%, du taux de la réduction de la transmission des bactéries multirésistantes de l'ordre de 80%. Et puis on a continué à travailler sur tous les paramètres d'amélioration de l'observance de l'hygiène des mains. Observance qui, au départ, dans nos hôpitaux, était aux alentours de 40%, ce qui veut dire qu'elle n'était pas excessivement basse par rapport à ce qu'était l'observance des milieux de santé du monde entier à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, elle est de l'ordre de 80-85% en moyenne. Alors vous me direz, elle n'est pas de 100%, et je vous répondrai non, elle n'est pas de 100%. Donc ça veut dire que même dans nos institutions, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis 25 ans, nous ne sommes pas au maximum d'un changement de comportement que vous voudriez idéal. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin
d'obtenir 100% d'observance de l'hygiène des mains pour constater une réduction du taux d'infection. Voilà. Mais maintenant, pour revenir à l'entier de votre question, qu'en est-il dans le monde des pratiques d'hygiène des mains? Alors, comme nous avons eu la chance, à partir des années 2005, de diriger ce programme de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a permis finalement d'instaurer le modèle que nous avions développé ici à Genève, qui a été appelé dans la littérature le Geneva Model, pour l'appeler de son appellation anglaise. Comme nous avons eu la chance de travailler avec les meilleurs experts du monde entier dans le domaine de l'hygiène des mains, de développer des recommandations qui sont devenues recommandations de l'OMS, ensuite recommandations universelles pour l'hygiène des mains, eh bien, oui, en effet, on a pu constater une amélioration des pratiques dans le monde entier. Alors maintenant, cette amélioration des pratiques, quand je dis dans le monde entier, bien, c'est toujours sur des études ou sur des momentanés, des clichés momentanés ou des études un peu plus prolongées dans certains hôpitaux du monde et évidemment pas dans tous les hôpitaux du monde parce que ça, Oui, bien. on ne sait même pas combien il y a d'hôpitaux dans le monde. C'est un peu difficile déjà d'avoir contact avec tous les hôpitaux. Alors, pour cette raison, ce que nous avons fait, et nous l'avons fait dans les années 2008 à 2009, nous avons créé un outil qui est un outil qui s'appelle finalement en anglais le Hand Hygiene Self-Assessment Framework, c'est-à-dire un outil qui est une carte d'auto-scoring où vous êtes capable de vous quantifier, c'est-à-dire de quantifier vous-même quelle est la capacité de votre institution à promouvoir l'hygiène des mains. Et cet outil est basé sur les 5 éléments de promotion de la stratégie, le changement de système, l'éducation, la mesure de l'observance des pratiques et sa restitution aux soignants, les posters et les choses qui rappellent sur les lieux de soins l'importance de l'hygiène des mains et l'indice de la culture de sécurité de l'institution, tellement importante au concept d'hygiène des mains. Et cet outil, nous l'avons finalement testé dans des très larges enquêtes mondiales en 2011, en 2015 et en 2019. Et entre 2011 et 2015, et ainsi qu'entre 2015 et 2019, nous avons pu constater globalement et en moyenne une amélioration de cet indice ou de ce score combiné, si vous le voulez, de la mesure de la capacité d'une institution à transformer et à améliorer l'hygiène des mains. Alors, voilà, c'est une façon de vous répondre par rapport à cette capacité de mobiliser mondialement et aussi cette capacité de dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Alors, où est-ce que nous en étions en 2011? Eh bien, nous avions des hôpitaux qui en moyenne étaient intermédiaires dans leur capacité de promouvoir l'hygiène des mains. Ensuite, ces hôpitaux se sont améliorés et ils continuent à s'améliorer. Mais quand on dit continue à s'améliorer, ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire, comme vous le comprenez bien. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais que soit par ces enquêtes, soit par la chance que j'ai de visiter j'ai déjà visité plusieurs centaines d'hôpitaux dans le monde, je vois que les choses s'améliorent. Mais évidemment, en visitant un hôpital, vous voyez aussi bien des points d'amélioration qui sont simplement des points déjà listés sur les indices que nous avions déjà évoqués comme étant des indicateurs des capacités de promouvoir l'hygiène des mains. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons fait des progrès au cours de ces 20 dernières années, mais qu'il en reste à faire, Je dirais que nous sommes probablement aux 2 tiers du chemin et qu'il y a encore un bon tiers à faire dans les hôpitaux et dans les systèmes de soins. Évidemment, ça va mieux dans certains États et dans certains pays dans le monde que dans d'autres. Ça n'est pas du tout toujours dépendant des ressources, mais les ressources ont tout de même de l'importance. On trouve en général des moyens de pallier au déficit de ressources, mais ça n'est malheureusement pas évidemment facilitant que de manquer de ressources dans un pays. Voilà. Je peux évidemment en parler pendant beaucoup plus longtemps. Oui, tout à fait. Mais situation. ça donne déjà voilà, un point de situation de la situation actuelle. En parlant de ce fameux donc, gel hydroalcoolique que vous avez mis au point dans les années 90,
Quel a été le point de départ pour la généralisation de l'utilisation de cette méthode dans les institutions de soins? Ouais. Alors, le point de départ, il est très simple. Oui. Il est très simple puisqu'il est basé sur une enquête épidémiologique que nous avons réalisée en 1993-94. Et à ce moment-là, nous avons vraiment réalisé que mathématiquement et techniquement, les soignants étaient totalement incapables de respecter les consignes qui étaient données pour le lavage des mains, puisqu'au fond, à l'époque, il s'agissait de se laver les mains. Et il était impossible de se laver les mains de manière adéquate pour deux raisons. D'abord, les moments auxquels les soignants devaient se laver les mains n'étaient pas clarifiés et surtout, lorsqu'on pouvait les clarifier, on s'apercevait que le lavage des mains à l'eau et au savon prenait simplement trop de temps. Ça prenait trop de temps de quitter votre patient pour aller au lavabo, ouvrir l'eau, vous mettre de l'eau sur les mains, du savon sur les mains, les frotter pendant 30 secondes, puisque c'est ce qui était nécessaire à cause de l'efficacité de ce mode d'hygiène des mains et du savon en particulier. Ensuite, de les rincer, ensuite de les sécher, puis de retourner à votre patient. On l'a chronométré. Ce geste prenait entre 1 minute et 1 minute et demie. Et donc, pour certains secteurs, soit où vous avez une infirmière par patient, comme en réanimation, où les infirmières devaient le faire en moyenne 22 fois par heure, vous multipliez 22 par 1 minute et demie, vous trouvez 30 minutes par heure. Une infirmière de réanimation ne peut pas passer 30 minutes par heure à se laver les mains. Donc, vous avez la réponse. Quand vous allez en chirurgie, l'infirmière, elle a 8 indications par heure à se laver, 8 à 10 à se laver les mains, mais comme elle a beaucoup plus de patients, ce nombre d'opportunités, évidemment, se disperse et augmente rapidement. Et là non plus, elle n'a matériellement pas le temps et souvent une distance encore beaucoup plus élevée du lavabo que dans des unités de réanimation. Donc, en fait, nous avions la réponse à la question. Il fallait transformer le système et trouver un moyen que les gens puissent se frictionner les mains ou se laver les mains, mais laver, c'est impossible. Donc, se frictionner les mains avec un outil qui puisse agir en 20 à 30 secondes. Et c'est là où nous avons, je prends dans ma poche la solution pour friction hydroalcoolique, et c'est là où nous avons finalement promu l'utilisation systématique de la friction hydroalcoolique sur les lieux de soins, avec un geste évidemment extrêmement simple qui va extrêmement vite. On a aussi dit comment est-ce qu'il fallait le faire, voilà, de manière à ce que non seulement les gens comprennent comment le faire, mais peut-être ils trouvent un certain côté ludique, et ça c'est tout à fait passé, notamment dans les pays asiatiques où les gens faisaient des concours de qui est capable de frictionner les mains à la méthode ou à la manière recommandée par nous, mais en fait par l'Organisation mondiale de la santé ensuite, puisque c'était dérivé sur nos travaux. Et au fond, ça a permis à faire de cette solution hydroalcoolique non seulement un outil tellement utile qu'il est devenu indispensable, mais aussi probablement finalement un outil qui fait part de la vie et du quotidien des soignants. Ce qui fait qu'évidemment, à partir de ce moment-là, nous avons dû établir toutes les règles de ce changement de système. Et tout à l'heure, vous me posiez la question, finalement, comment l'hygiène des mains se passe dans les hôpitaux du monde entier. Une des choses que je vois encore aujourd'hui comme problème, c'est lorsque je visite un hôpital, si je leur demande quelle est la proportion des situations dans lesquelles vous vous lavez les mains versus celles dans lesquelles vous vous frictionnez les mains, en fait, je m'attends à une réponse qui est la même qu'aux hôpitaux universitaires de Genève. À Genève, dans 99,9% des cas, on utilise la solution hydroalcoolique. Et au fond, voilà, on a complètement changé le système. Or, dans la plupart des hôpitaux que je visite, on me dit encore, ah ben nous, on utilise encore 2 fois sur 3 l'hygiène des mains au lavabo. Et alors là, je me dis, mais pourquoi donc? Et en fait, on voit que le message n'a pas toujours passé jusqu'au bout, et pour toute une série de raisons. Parfois, vous avez des solutions hydroalcooliques qui sont tellement mal tolérées par les mains que les soignants, évidemment, on les comprend, vont les utiliser à minima. A contrario, vous avez aussi des solutions hydroalcooliques qui laissent un effet un peu poisseux sur les mains et les soignants n'ont pas envie de l'utiliser.
Vous en avez, et on les comprend. Vous en avez d'autres qui sont plus irritantes que les meilleures qui sont proposées. Donc, voilà, il y a toute une série de raisons qui fait que finalement, le changement de système, comme on l'appelle, n'est pas toujours aussi facile à réaliser qu'on l'imagine. Oui. Donc en fait, vous parlez sur un point qui était un peu la question suivante, parce que nous imaginons que bien évidemment à l'époque, quand vous avez présenté cette solution, vous avez dû faire face probablement à certaines réticences ou certaines résistances. Comment est-ce que vous avez fait pour, mettre en place cette généralisation, Oui, voilà et faire et convaincre, oui. l'utilisation de cette méthode? Alors, certaines résistances, c'est un moindre mot. Mmh. Ça n'a pas été facile du tout. Au tout début, nous avions même prévu de clipper les solutions hydroalcooliques au pied du lit des malades. Un jour, je suis rentré par les urgences et j'ai vu tous les clips pendus au plafond et puis écrit merci, docteur Pittet, mais on n'en veut pas de votre truc. Et donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que ça ne se passe pas tout seul. Ensuite, lorsque les gens ont compris qu'il fallait se frictionner les mains beaucoup plus souvent, eh bien, très vite, les mains n'ont pas supporté. Pourquoi? Parce qu'on mélangeait encore le lavage des mains à l'eau et au savon et la friction hydroalcoolique. Donc, au fond, on m'appelait pour me dire, mais regarde, c'est pas possible, regarde mes mains, c'est ton alcool. Je dis, non, non, c'est pas mon alcool. C'est que A, tu ne t'étais pas lavé les mains depuis des années. B, tu continues à utiliser le savon et l'alcool, tu dois utiliser que l'alcool. Et C, il faut quand même, si tu as les mains mouillées régulièrement parce que tu te laves quand même les mains ou bien parce que tu as fait ton jardin le week-end, etc., de temps en temps, il faut un petit peu mettre de la crème sur tes mains pour les entretenir. Voilà. Et donc, ça, c'est une forme de résistance. Ensuite, on a utilisé des posters contre les murs de toute l'institution. Alors, ça a été un moment, mais ensuite, il y a eu des posters qui ont déplu. Donc, on a eu des posters qui ont été crayonnés. Alors, à ce moment-là, les experts en communication disaient, mais c'est formidable, vous avez obtenu que les gens vous parlent, que les gens correspondent avec vous. Donc, on a dû faire des posters sur lesquels les gens nous écrivaient pour qu'on puisse avoir une interaction avec ces gens-là. Mais très rapidement, les gens ont commencé à écrire à côté des posters, donc contre les murs. Alors ça a été beaucoup moins bien apprécié. Il fallait repeindre les murs. Enfin, ouais, il y a eu tout ça. Mmh. Et puis, il y a eu des exemples, évidemment, de résistance au changement à partir du moment où on mesure les pratiques. Parce que quand on mesure les pratiques et qu'on on les restitue souvent en les comparant d'un service à un autre. Alors là, les gens sont venus en disant c'est injuste. Enfin, il a fallu petit à petit avoir cette culture de la sécurité, cette culture de l'institution qui autorise ces pratiques. Et puis, évidemment, on a eu aussi des résistances dans le monde entier. Parce que lorsqu'on a mis au point les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on a banni les faux ongles des infirmières et des médecins, enfin de tous les gens qui travaillent dans le... Pour moi, c'était totalement banal, puisqu'à Genève, les infirmières ne travaillaient pas avec des faux ongles. Aux États-Unis, c'était une autre affaire. Et on a dû avoir affaire au syndicat d'infirmières américains pour leur expliquer que les faux ongles étaient associés à des épidémies, à champignons, etc., qu'on ne pouvait pas se laver les mains correctement en utilisant des faux ongles. On a dû travailler aussi sur les ongles trop longs. Enfin voilà, on a eu des soucis. Lorsqu'on a dû installer les solutions hydroalcooliques dans les hôpitaux américains, on a eu affaire aux fire marshals, aux ingénieurs de la sécurité du feu, parce qu'on nous disait non, 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 l'alcool contre les murs, ça va entraîner des incendies, pas question, etc. J'ai dû aller parler au congrès des fire marshals des États-Unis à Washington pour discuter de la situation. C'est assez amusant comme. Enfin, ils sont tous un peu militaires, ces gens-là. Hein. C'est une relation dont on n'a pas l'habitude. Et puis, les données scientifiques, ça les appelle peu. Alors, par contre, les données scientifiques qui les ont appelées, c'est qu'on avait fait un modèle pour démontrer qu'il n'y avait jamais eu d'incendie dans les hôpitaux en Europe par rapport à l'utilisation de cet alcool et qu'il faudrait probablement à peu près 2500 ans pour faire une fois, un jour peut-être, un petit incendie dans un hôpital. Donc voilà, tous ces éléments-là. On a eu aussi des résistances par rapport à l'utilisation de l'alcool par les soignants musulmans. Et il a fallu finalement relire le Coran avec le clergé musulman, avec des responsables de l'éducation musulmane, pour finir par établir un document et aller parler à la Ligue musulmane. Et finalement, on a obtenu une fatwa
une fatwa positive pour l'utilisation de la solution alcoolique par les soignants musulmans. Et aujourd'hui, ceux-ci sont ceux qui l'utilisent le plus volontiers, et c'est dans ces pays musulmans qu'on a la meilleure réponse finalement à la stratégie mondiale. Donc voilà, de la résistance au changement, bien entendu, et il y en a encore, il y en a toujours, et puis on l'explique toujours et on essaye de trouver les moyens de la corriger. C'est pas toujours facile. OK, oui, c'est un long chemin, mais qui C'est porte un ses long fruits. chemin. L'aventure n'est pas terminée, comme on disait. Oui, tout à fait. Maintenant, en parlant de la situation actuelle, donc de la pandémie que nous traversons, actuellement, la pandémie de la Covid-19, elle a mis un focus sur l'hygiène des mains, dans les établissements de soins, mais également dans les messages de santé publique qui sont diffusés. Pourquoi est-ce qu'en étant en 2020-2021, est-ce qu'on doit encore sensibiliser à ces thématiques, particulièrement dans les institutions de soins? Je pense que vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais je ne sais pas si. Bah, écoutez, parce que la résistance au changement, elle peut être là, elle peut revenir, mais aussi parce que malheureusement, euh, les choses ne sont pas tout à fait intégrées à termes de réflexes par tous les soignants tout le temps. Et c'est vrai que ce n'est pas très simple, mais au fond, c'est possible, puisqu'on voit des observances de pratique à 90, 95, 100%. On voit des soignants, on voit des services qui obtiennent ces taux d'observance-là. Donc, c'est possible. Ça paraît extrêmement difficile, mais c'est possible. Ensuite, évidemment, dans l'observance des pratiques, il y a toute une série d'éléments. N'est-ce pas? Dans la lutte contre Covid, tout le monde a eu très peur de ce virus et très peur de l'attraper par voie aérienne, par les gouttelettes, en exposition rapprochée du patient. Et du coup, le premier réflexe, c'était je mets un masque. Mais le problème, c'est que quand je mets un masque, très souvent, je me sens protégé et du coup, l'hygiène des mains est moins bien pratiquée. On l'a vu dans notre institution, on a vu des taux d'infection nosocomiale remonter parce que les pratiques étaient transformées probablement par la peur et par, au fond, un certain degré d'irrationnel. On voit aussi un excès d'utilisation des gants. Et ça, c'est un des handicaps principaux de la mauvaise observance ou de ce qui empêche la bonne observance des pratiques d'hygiène des mains, c'est l'abus de port de gants. Et c'est un problème universel, mais beaucoup plus important encore chez nos collègues nord-américains, qui mettent des gants pour tout, mais pour tout. Et ça, évidemment, c'est un problème, parce que le gant n'est pas fait pour protéger le patient, il est fait pour avant tout protéger le soignant. Le soignant doit donc se frictionner les mains avant de mettre le gant, attendre que les mains soient sèches, mettre les gants, faire le travail si tant est que le travail nécessitait le port de gants, et puis ensuite enlever le gant et se frictionner les mains. Mais il ne peut pas garder le même gant pour toute une série de soins chez le même patient, de même que, évidemment, ça va vous paraître grossier, mais c'est le cas malheureusement quand on l'observe, le soignant ne peut pas passer d'un patient à un autre avec la même paire de gants. Et pourtant, vous le voyez de manière absolument régulière dans les hôpitaux. Donc, ces problèmes-là font que l'observance des pratiques de l'hygiène des mains elle n'est jamais parfaite, elle est très rarement parfaite. Ensuite de ça, très souvent, elle mérite des adaptations en fonction de certains types de soins, certains types de patients. Mais au fond, les règles qu'on a établies, ces 5 moments pour l'hygiène des mains, ces fameux 5 moments de l'hygiène des mains qui sont maintenant totalement universels, elles sont applicables partout et en tout temps. Maintenant, évidemment, le degré d'éducation et d'éducation continue qu'il faut évidemment établir manque parfois dans l'établissement et des consignes et dans la mise en pratique des consignes. De même que, bien sûr, vous avez de nouveaux soignants tout le temps, vous avez des écoles d'infirmières, de médecine qui n'enseignent même pas l'hygiène des mains. Ça devient très rare, mais c'était très fréquent auparavant. Moi, personnellement, quand j'ai fait mes études, ça fait un certain temps maintenant, on ne m'a jamais enseigné l'hygiène des mains. Et donc, pour certains de mes collègues, il faut se battre aujourd'hui pour obtenir 1 heure de formation des étudiants en médecine à l'hygiène des mains. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui expliquent pourquoi c'est si compliqué. Alors maintenant, quand vous essayez de transcrire ce que je vous dis là pour des soignants qui sont des professionnels de la santé,
et donc des professionnels de la compréhension du risque de transmission. Et donc, quand vous essayez de leur expliquer non seulement le bien fondé, mais le comment et surtout le quand se frictionner les mains, et que vous essayez de transcrire tout cela dans la communauté en général, ça devient très compliqué. Et vous comprenez que finalement, ça va prendre des années pour que les gens comprennent vraiment pourquoi et comment se laver ou se frictionner les mains à bon escient. Mais c'est vrai que cette pandémie a quand même, et on entend qu'elle a permis d'améliorer l'adoption de la pratique de l'hygiène des mains dans certaines institutions. On a cette perception, en tout cas, peut-être liée à la crainte ou à la peur de la contamination. Mais donc, pensez-vous que ces comportements qui ont été acquis pendant cette phase dans cette crise pandémique vont perdurer dans le temps? Et sinon, quelles seraient les stratégies pour essayer de pérenniser ces Oui. changements de comportement? Alors écoutez, tout d'abord, je l'espère, évidemment. Je Mmh. l'espère parce que c'est sûr que on a vu, par exemple, à titre simple, que cette année en Europe, on n'a pratiquement pas eu de grippe. Hein. Le virus de la grippe est passé. Bon, il faut savoir que, évidemment, comme le virus de la grippe tourne autour du monde et passe d'abord dans l'hémisphère sud, qui pratiquait un confinement à ce moment-là, les chances pour que l'épidémie de grippe soit très importante étaient faibles. Néanmoins, on a bien vu que le respect de ces pratiques, qu'ils soient dans l'hémisphère sud ou en Asie ou en Europe, ont permis d'éviter finalement la transmission de la grippe, entre autres. Et donc, ça veut dire que toutes ces bonnes pratiques, et en particulier l'hygiène des mains, que nous espérons la communauté a acquises, en tout cas en partie, on espère évidemment qu'elles seront maintenues. Une bonne pratique d'hygiène des mains à l'entrée d'un magasin d'alimentation, éventuellement à différents endroits dans le magasin et à la sortie, je pense que, entre guillemets, ça ne fait de mal à personne, vraiment. Et surtout avec des produits hydroalcooliques qui ne modifient pas la flore cutanée, mais ne font que tuer les bactéries en surface. Une bonne pratique d'hygiène des mains, on l'avait déjà vu dans les hôtels, n'est-ce pas? Ça fait une dizaine d'années après la pandémie H1N1 que dans la plupart des hôtels, quand vous arrivez au comptoir de l'hôtel, eh bien, vous avez un flacon hydroalcoolique et vous vous frictionnez les mains. Voilà, certaines de ces pratiques, elles sont là, elles sont probablement là pour rester. Maintenant, elles ne sont évidemment pas parfaitement intégrées et bien entendu, il faudra continuer à rappeler ce bien fondé parce que l'hygiène en général est évidemment un élément fondamental de la vie, d'une vie saine. Mmh. L'hygiène en général, l'hygiène corporelle, l'hygiène en général, l'hygiène des mains en particulier, et puis les autres éléments qui ont contribué à réduire la mortalité dans le monde au cours du siècle dernier, ben, après l'hygiène en général, l'hygiène des mains, eh bien, ça a été la vaccination. Donc, en fait, tous ces aspects de médecine préventive, si vous voulez, ou de conservation de la santé, on peut l'appeler comme on voudra, sont des éléments clés pour la société de demain. Alors, pourquoi ne pas profiter finalement de cette sensibilisation universelle qui a été malheureusement nécessaire et liée à cette situation de pandémie qui est bien triste pour les pays les plus affectés, bien entendu, mais ce serait dommage de ne pas tirer les leçons de la crise. Oui, tout à fait. Hem, Évidemment, vous avez parlé tantôt, de l'éducation qui pourrait évidemment être un point d'amélioration, au niveau de l'observance de l'hygiène des mains. Quels sont, à votre avis, les autres points qui méritent encore d'être améliorés, dans nos institutions de soins, peut-être plutôt en Europe? Parce que dans le monde entier, c'est peut-être, beaucoup trop vaste. Donc notamment les hôpitaux et les maisons de repos, concernant donc l'hygiène des mains. Alors écoutez, on a pour ça de nouveau l'appui de ces enquêtes mondiales que nous avons conduites. La dernière, il y a plus de 3000 hôpitaux qui ont été sélectionnés parmi 30 000 hôpitaux dans le monde. Et on voit que les pratiques s'améliorent, mais lorsqu'on a un score qui va de 0 à 500,
et en moyenne, on sera autour de 350. Donc, ça veut dire que si vous deviez mettre une note de 0 à 5, vous auriez 3,5 ou 3,80 sur 5. Donc, ça veut dire que globalement, dans le monde, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et pour répondre à votre question, il y a des régions du monde, selon la définition de l'OMS, mais peu importe, qui ont évidemment facilement acquis ce qu'on appelle le changement de système ou le system change en anglais, c'est-à-dire d'obtenir la solution hydroalcoolique au pied du lit du malade. Dans les hôpitaux en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada, de dire au directeur de l'hôpital, il faut des solutions hydroalcooliques au pied du lit des malades, ce n'est pas très compliqué. En général, on trouve le budget, bien que, encore, il faut en discuter, et on va retrouver un changement de système. Dans les hôpitaux d'Afrique, c'est plus compliqué. La plupart des hôpitaux en Afrique ne peuvent pas s'offrir cette solution hydroalcoolique, et c'est pour ça qu'on a fait une solution hydroalcoolique dont la formule libre de brevet a été donnée à l'Organisation mondiale de la santé, et c'est pour cette raison que nous avons fait la promotion de la fabrication locale de cette solution hydroalcoolique qui se fait maintenant qui se faisait avant Covid dans plus de 80 pays dans le monde. Aujourd'hui, c'est tous les pays du monde qui le font, pour des raisons de pénurie, bien entendu, et puis de coûts. Mais donc, vous voyez, il reste quand même des tas de choses à améliorer. Et puis, quand on dit que les hôpitaux ont réussi à installer des solutions hydroalcooliques partout dans les services ou dans les différents endroits, encore faut-il que quand vous arrivez et que vous utilisez un de ces dispensers à alcool, il fonctionne, et il y ait de l'alcool à l'intérieur, et que cet alcool ne soit pas un alcool qui soit mauvais pour vos mains. Alors, c'est un peu caricatural, mais au fond, c'est ce qui a beaucoup manqué, pour revenir à votre question, aux institutions de long séjour. Les institutions de long séjour, au moment de la crise Covid, c'est-à-dire toujours actuellement, mais surtout au moment de la première vague, finalement ont été le lieu, malheureusement, de beaucoup de décès. Entre 1/3 et 2/3 des décès dans les pays du monde ont été liés à des décès en institutions de soins de long séjour. Pourquoi? D'abord parce que les patients étaient âgés et certainement vulnérables, mais aussi parce que ces institutions étaient totalement ou très mal équipées, totalement inéquipées, non équipées ou très mal équipées dans le domaine de la prévention du risque infectieux et en particulier dans le domaine de l'hygiène des mains, absence de solutions hydroalcooliques, absence d'éducation des soignants, absence de posters, absence de monitorage des pratiques, absence de culture d'entreprise pour l'hygiène des mains. Et donc, pour répondre à votre question, oui, les institutions de soins dans le monde entier ont des progrès à faire, et en particulier, nous devons rehausser le niveau de la prévention du risque infectieux dans les institutions de long séjour. On manque de médecins investis dans ces domaines, on manque d'infirmières investies dans ces domaines, on manque de bonnes pratiques dans ces domaines, et parfois, on manque largement d'outils de prévention. On a vu que beaucoup de ces institutions n'avaient pas du tout assez de masques à disposition pendant la première vague, par exemple, mais il y a d'autres exemples. Donc, voilà, donc, il y a des vrais progrès à faire, et on peut sauver des vies avec des gestes simples. Dans ces endroits-là aussi, ça a été très bien démontré. La stratégie multimodale a été testée dans des longs séjours, dans différents pays du monde, en Suisse, en France, en Belgique, au Canada, à Hong Kong, et ça fonctionne parfaitement bien. Mmh. Sur ce point, est-ce que vous avez un exemple d'une stratégie, de sensibilisation à l'hygiène des mains qui a été mise en place dans une institution de soins et qui a engendré des bons résultats? Oui, alors, Peut-être bon, plusieurs? on a beaucoup d'institutions Ouais. dans le monde. Quand on regarde les études scientifiques, il y a beaucoup d'études qui montrent la relation entre l'amélioration des pratiques d'hygiène des mains et la chute du taux d'infection de 50%. Parfois, ça va seulement à 30%, mais c'est que la stratégie n'est pas encore complètement appliquée. Souvent, c'est 50%, 70%, même davantage. Même pour certains types d'infections, ça peut être jusqu'à 100% des infections qui disparaissent.
Et c'est clair qu'on a d'excellents résultats, tant au plan scientifique que encore plus, évidemment, quand vous visitez des hôpitaux, qu'on vous montre des données qui n'ont jamais été publiées, parce que voilà, c'est jamais très facile d'écrire une publication scientifique, mais par contre, les données sont là et elles méritent d'être connues. Alors, oui, non seulement ça marche, mais ça marche de manière universelle dans le monde entier. On avait fait un test entre 2008 et 2010. On avait testé dans des hôpitaux pilotes du monde entier, avec chaque fois des hôpitaux pilotes qui représentaient le pays ou le continent. Et on avait pu démontrer qu'il était important, évidemment, parfois d'adapter la stratégie pour qu'elle soit mieux adoptée, hein, ce que j'aime bien dire en général, adapt to adopt, hein, apprendre aux gens à adapter la stratégie, c'est-à-dire la faire leur, de manière à ce qu'ils puissent vraiment l'adopter à large échelle dans leur institution. Donc, cette enquête avait montré que, bien entendu, la stratégie fonctionnait et qu'elle fonctionnait d'autant mieux à partir du moment où elle était adaptée. Alors maintenant, lorsqu'on est dans un hôpital où il y a un peu de fatigue de campagne, comme ça, parce qu'on fait de la promotion de l'hygiène des mains depuis longtemps, y a-t-il des trucs pour, au fond, faire en sorte que les personnes se sentent remotivées par l'hygiène des mains? Alors, il y en a beaucoup, bien évidemment. Il y en a beaucoup. Il faut évidemment renforcer les 5 éléments dont on a déjà beaucoup parlé. Puis ensuite, eh bien, on peut soit inventer des stratégies, soit évidemment utiliser des stratégies qui ont été développées par d'autres. Alors, il y en a un certain nombre. On a fait ce qu'on appelle des hand sanitizing relays, c'est-à-dire des relais de l'hygiène des mains où les soignants se mettent à la queue leu et se frictionnent les mains selon la stratégie voulue devant un arbitre qui juge si vous l'avez bien fait, et vous passez le flacon au suivant et on compte le nombre de soignants qui, dans une ligne continue et qui ne s'interrompt jamais, pratiqueront correctement l'hygiène des mains dans votre institution. Il y a eu des records. On est même dans le Guinness Book des records avec ce type de stratégie qui a démontré comme étant lié avec une amélioration de la performance de l'hygiène des mains dans les institutions. Il y a évidemment d'autres exemples d'utiliser ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire des soignants modèles qui ont le rôle de promouvoir l'hygiène des mains quand vous êtes grand patron de la chirurgie et que vous allez dans un service. Alors, quand on est grand patron en chirurgie, on ne touche plus beaucoup de malades. Vous voyez, on fait des visites, on donne des conseils, mais pourquoi ne pas montrer l'exemple tout de même de se frictionner les mains au moment opportun? Alors, il y a des institutions où les responsables de chirurgie vous disent mais demandez aux gens d'être là, de me rappeler les bonnes consignes, parce que je veux montrer l'exemple, mais parfois j'oublie, alors que d'autres sont parfaitement capables de le montrer sans aide. Donc voilà, après, il y a des façons de promouvoir des concours entre différents secteurs de soins, entre différentes unités, pour quelle sera la meilleure unité du mois pour la promotion de l'hygiène des mains. Ça marche aussi. Organiser des concours de promotion, des affiches de promotion de l'hygiène des mains, par exemple, pour utiliser les plus intéressantes, les plus excitantes, les plus sexy, diront certains. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, aussi, moi, je n'aime pas être punitif, donc j'évite la punition, mais enfin, on a quand même le droit de faire des remarques, voire des remontrances à des personnes qui sont non observantes sur le terrain. Mais la plupart du temps, je pense qu'il faut plutôt promouvoir le bravo, promouvoir le félicitation, promouvoir la reconnaissance des bonnes pratiques d'une manière ou d'une autre. Il y a 1000 façons de le faire, bien entendu, dans les institutions de soins. Oui, merci pour ces bonnes idées. Maintenant, un autre sujet, mais qui évidemment est lié à l'hygiène des mains. On parle beaucoup de l'effet Wharton au niveau de l'observance de l'hygiène des mains. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'effet Wharton, c'est la situation dans laquelle les individus changent leur comportement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont observés, normalement en améliorant leur performance. Dans ce cas-ci de l'hygiène des mains, évidemment, les professionnels améliorent leur hygiène des mains, la pratique de l'hygiène des mains parce qu'ils savent qu'ils sont audités ou observés. Quel est, à votre avis, l'impact de cet effet sur la fiabilité des audits qui sont menés au niveau de l'hygiène des mains? Et le cas échéant, quelles sont les stratégies qui permettraient de minimiser cet effet et bien évidemment augmenter la fiabilité des audits sur Ouais. l'hygiène des mains? Alors, l'effet Hawthorne, il est connu, il est documenté, il est même mesuré.
Et en moyenne, dans la plupart des endroits, lorsqu'on peut le mesurer, on voit qu'il améliore finalement artificiellement le degré d'observance des pratiques d'environ 30%. Ça veut dire que si quelqu'un est mesuré à 60% d'observance, vous pouvez, et que vous êtes en train de l'observer, vous devez certainement enlever 30% de cette bonne observation, c'est-à-dire 3 x 6, 18, vous enlevez 18% et vous tombez au résultat de l'ordre de 60 moins 18. Bon, ça c'est une chose, ça voudra dire 52%. Ça voudra toujours dire que le soignant est observant soit pratiquement 2 fois sur 3, soit pratiquement 1 fois sur 2. Ce qui ne va rien changer à votre message. Parce que le message, vous devez le donner en disant, écoutez, voilà, je sais que parce que j'étais là, peut-être vous avez fait un peu mieux que d'habitude, mais néanmoins, vous n'êtes de loin pas parfait, et voilà ce que je peux vous dire, et voilà ce que vous avez manqué, et voilà aussi ce que vous avez peut-être fait en trop, et ça, c'est ce qu'on appelle le feedback, ou la rétrocession de l'information, et ça, c'est extrêmement utile pour que les soignants changent de stratégie. Alors, j'ai toujours dit de l'effet Hawthorne, qu'on avait déjà documenté dans le début des années 90, qu'au fond, si on pouvait créer par la mesure de l'observance un effet Hawthorne permanent et universel, ben, ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux patients. Et je continue à penser comme cela, c'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise tous les moyens possibles pour que les soignants se sentent, entre guillemets, observés, mais sans que ce soit agressif, sans que ce soit... aient l'impression que, finalement, cette hygiène des mains, c'est avant tout un signe de respect pour le patient. Et voilà. Et donc, ça veut dire que chez nous, quand on dit aux soignants qu'on a trouvé des défauts dans leur observance des pratiques, eh bien, ils l'acceptent volontiers. On leur dit aussi que, vous voyez, on est passé aujourd'hui, on a vu telle observance moyenne des pratiques, on sait que c'est exagérément bon, donc pensez-y. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, quels sont les moyens de corriger? Alors oui, bien sûr, on peut se cacher dans un coin pour faire des observances. En général, ça ne dure pas très longtemps. Très vite, on est repéré. Et ce n'est pas très bien ressenti par les soignants. On peut utiliser des caméras de télévision mais c'est très compliqué. Et en général, on ne peut pas observer correctement les soignants. Et puis, ça a un côté finalement très désagréable. J'ai un collègue à moi qui a été limogé pour avoir utilisé des caméras dans un hôpital et avoir découvert des trucs épouvantables. Et je pense que ce n'est pas la bonne formule. On peut utiliser des systèmes automatiques qui ont été développés pour mesurer l'observance des pratiques. Aucun n'est parfait. Absolument aucun n'est parfait. Aucun ne mesure les 5 moments pour l'hygiène des mains, mais on peut les mettre en place de manière à les utiliser comme indicateurs indirects des pratiques de soins et les doubler d'observance des pratiques sur le terrain faites par des personnes formées, entraînées, validées, de manière à pouvoir revenir sur les pratiques. L'essentiel étant de comprendre quelles sont les pratiques au cours desquelles les soignants pratiquent le moins bien l'hygiène des mains pour améliorer ces pratiques. Et lorsqu'on utilise tout simplement les 5 moments de l'hygiène des mains, qu'on regarde l'observation des pratiques, même s'il y a un Hawthorne effect, si vous voyez que le moment numéro 5 associé à l'hygiène des mains après contact avec l'environnement est mal observé, à ce moment-là, vous pouvez promouvoir la stratégie de promotion précisément sur ce moment-là, pendant un temps, pour améliorer vos capacités d'éducation. Voilà, donc l'Hawthorne effect, c'est quelque chose qu'on connaît. Je n'en ferai pas une maladie. Je dirais simplement que, voilà, il faut en tenir compte quand on interprète nos informations. Oui. Donc, maintenant, finalement, et avant de clôturer notre interview, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez laisser et transmettre à tous les professionnels de soins pour cette journée mondiale de l'hygiène des mains? Écoutez, bien volontiers. Donc, cette année, la journée mondiale de l'hygiène des mains a ceci de particulier que l'UNICEF, qui a lancé l'an dernier une action qui s'appelle Hand Hygiene for All, c'est-à-dire l'hygiène des mains pour tous, a demandé à pouvoir participer à la journée mondiale de l'hygiène des mains, qui en principe était réservée aux hôpitaux, à la promotion de l'hygiène des mains dans les hôpitaux, enfin, dans le cadre des soins en général.
Et donc, on a une campagne assez particulière qui réunit l'UNICEF, l'OMS et tous les hôpitaux du monde dans un mouvement évidemment de solidarité pour la promotion de l'hygiène des mains. Alors, cette promotion de l'hygiène des mains, eh bien, les gens qui ont travaillé les concepts, qui ont travaillé les outils depuis longtemps, ont décidé de se concentrer sur l'hygiène des mains au lieu de soins pour les hôpitaux et à l'endroit nécessaire pour, évidemment, le dehors des hôpitaux, c'est-à-dire pour la communauté. Et donc, c'est assez intéressant puisque en anglais, on dit at the point of care, en français, au lieu de soins, que ce soit un soin par un soignant ou finalement le soin d'un autre, puisque au fond, nous devons tous, par respect pour les autres, pratiquer l'hygiène des mains. On réutilise et on repart dans ces campagnes. Cette année, le slogan de campagne est, au fond, quelques secondes suffisent pour sauver des vies, frictionnons-nous les mains, n'est-ce pas? Donc, quelques secondes suffisent pour sauver des vies, et je crois que c'est un message qui est extrêmement important parce qu'il est vrai dans les hôpitaux et parce qu'il est vrai dans la communauté. Et donc, on a la chance de pouvoir faire cette campagne, malgré évidemment une situation Covid qui dure depuis plus d'un an, malgré le fait que certains sont là de tout cela et on le comprend bien, mais aussi parce que l'hygiène des mains, évidemment, est un des éléments clés de la prévention de la transmission de Covid-19. Et donc, voilà, ces éléments font que cette campagne est orientée de cette façon-là. Et évidemment, comment améliorer l'hygiène des mains au lieu de soins? Eh bien, en appliquant la stratégie multimodale. Et donc, on revient avec cette stratégie multimodale qui a d'ailleurs été proposée maintenant pour la communauté avec une adaptation, bien entendu, aux gestes de la communauté et qui a donc bien été dérivée de ce que nous avions développé pour les hôpitaux. Donc, c'est une belle aventure. Quelques secondes suffisent. Sauvons les vies tous ensemble. Lavons-nous ou frictionnons-nous les mains. Merci, merci beaucoup, professeur Pittet, de nous avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, cela a permis de nous rappeler de l'importance de l'observance de l'hygiène des mains, évidemment de nous éclairer aussi sur certains points qui méritent encore de l'amélioration au niveau de nos institutions de soins. Mais aussi, voilà, les quelques pistes et les quelques réflexions sur les stratégies qui permettront d'améliorer les pratiques, mais aussi l'évaluation de l'hygiène des mains, qui est aussi un point important. Et aussi, un tout grand merci pour le message que vous avez transmis pour cette journée mondiale consacrée à l'hygiène des mains. Euh, Très volontiers. C'était un plaisir et à bientôt. Bientôt, bonne journée.